Bonsoir à tous et merci de regarder le dernier journal de RTI 1. Voici les titres. C'est demain mardi que le président de la République va prononcer son discours sur l'état de la nation conformément à l'article 114 de la Constitution. Alassane Ouattara sera devant les parlementaires. Cette année, l'exercice se déroulera au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Le lancement de la semaine africaine de vaccination est effectif. Elle se tient chaque année dans la dernière semaine du mois d'avril. L'édition 2023 de la SAV a été couplée à l'introduction de la deuxième dose du vaccin de polio sur l'ensemble du territoire national autour du thème « Le grand rattrapage ». Et puis l'ONU annonce que son émissaire reste au Soudan malgré les évacuations. Mais des centaines d'employés onusiens ont été évacués à Port-Soudan, une côte épargnée par les violences. Après 9 jours de combats intenses, on compte déjà plus de 420 morts. Plusieurs personnels internationaux ont déjà regagné le Tchad voisin. Merci de regarder RTI 1. Il sera devant le Parlement réuni en congrès. Demain mardi, le président de la République, Alassane Ouattara, prononcera un discours sur l'état de la nation. Dans ce sujet de Mahama Traoré, je vous propose de revenir sur le fondement constitutionnel du congrès. On regarde. 5 mars 2020, 19 avril 2022 et bientôt le 25 avril 2023. Ce sera la troisième fois de l'histoire que les deux chambres du Parlement ivoirien se réuniront en congrès à la demande du président de la République. Si les deux premières fois s'étaient tenues à Yamoussoukro, la capitale politique, ce troisième congrès se tiendra à Abidjan, au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. La Constitution du 8 novembre 2016 autorise la tenue de congrès du Parlement pour des motifs de révision constitutionnelle, de référendum ou à la demande du président de la République pour une adresse sur l'état de la nation. Chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Ce message peut être lu par le vice-président de la République. Le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le vice-président de la République dans chacune des chambres du Parlement. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Pour ce qui est du mode opératoire, l'article 98 de la Constitution indique que le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Comme l'année dernière, ce congrès réuni à la demande du président de la République se tient après l'ouverture des sessions ordinaires respectives des deux chambres du Parlement. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État d'établir le diagnostic de la marche du pays et d'indiquer les perspectives dans un contexte mondial marqué par des crises multiformes. Autre chose, à présent, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est aux États-Unis. À Washington, le général Bagondo Diomandé a rencontré les responsables de l'Institut international pour la paix. Des sujets comme la lutte contre le terrorisme et la stabilité en Afrique de l'Ouest ont été abordés. Le général Bagondo Diomandé a aussi rencontré des personnalités du département d'État américain. Serge Coléa. Situé à l'angle nord-ouest du National Mall à Washington, D.C., l'Institut international de la paix des États-Unis, USIP, a pour mission de prévenir, atténuer et résoudre les conflits dans le monde. Les responsables de cette organisation, fondée par le Congrès américain, accordent un intérêt particulier à la visite de travail du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Avec Diomandé Vagondo, l'ambassadeur Johnny Carson, conseiller principal, le docteur Sani Joseph, vice-président du Centre Afrique, et les équipes de USIP se sont imprégnées du contexte sécuritaire global en Côte d'Ivoire et dans la région Afrique de l'Ouest. Diomandé Vagondo a décrit une situation stable et maîtrisée en Côte d'Ivoire durant ces 10 dernières années. Une situation qui a cependant besoin d'être consolidée avec le soutien de partenaires comme les États-Unis d'Amérique. Également président du Conseil des ministres des pays membres de l'initiative d'Accra, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a évoqué au cours de cette table ronde les problématiques sécuritaires des 7 États membres. Nous offrons la plateforme aux autorités, aux leaders de la région Afrique, d'exposer leurs priorités,
de définir et d'expliquer leur stratégie aux leaders américains qui participent à ce genre de discussion. L'Institut de la paix des États-Unis est fondé et financé par le Congrès américain. Donc nous avons cette proximité-là et nous comptons l'utiliser pour réconcilier les priorités des États-Unis et les intérêts de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, son Excellence M. Patrick Achi, est passé ici dernièrement au nom des États côtiers pour présenter donc ce plaidoyer au nom des États côtiers pour le compte de la Côte d'Ivoire. Je suis là pour justement solliciter cet accompagnement effectif. La position stratégique de la Côte d'Ivoire, la position centrale de la Côte d'Ivoire dans la sous-région aujourd'hui fait de ce pays-là le moteur de cette expansion de la politique sécuritaire dans la sous-région. Et la préoccupation globale des États côtiers aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le terrorisme ne prenne pas pied sur les bords de l'océan Atlantique. C'est à cela que la Côte d'Ivoire travaille. Au cours des échanges, Diomandé Vagondo a sollicité un appui concret et direct des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et la professionnalisation des forces de police. Et puisqu'on parle de sécurité, je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Depuis le samedi 15 avril 2023, les combats meurtriers opposant l'armée régulière dirigée par le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, dit MDT, dénommées les forces de soutien rapide, se poursuivent à Khartoum et dans d'autres localités du pays, notamment le Darfour à l'ouest et Kassala à l'est. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 420 personnes ont déjà perdu la vie, dont une majorité de civils, et 3700 autres ont été blessés à la date du 24 avril 2023. La communauté internationale tente vainement d'obtenir un cessez-le-feu face aux grands risques sécuritaires auxquels est exposée la population civile. La Côte d'Ivoire, soucieuse de préserver la vie de ses ressortissants partout où ils se trouvent, a procédé ce lundi 24 avril 2023 à l'évacuation de 47 Ivoiriens ayant exprimé le désir de quitter le Soudan. Ainsi, sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui suit de près ce dossier, et avec l'implication de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le car affrété à cet effet a pu quitter Khartoum à destination du Caire, en Égypte, où notre ambassade assurera la prise en charge en attendant leur rapatriement dans les meilleurs délais en Côte d'Ivoire, signé le porte-parole Sam Wakoubwe Dago. Et puisqu'on parle du Soudan, les violences dans le pays risquent d'envahir toute la région et au-delà. La mise en garde ce lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une nouvelle fois un cessez-le-feu pour éloigner le Soudan du précipice, alors que les combats ont déjà fait plus de 420 morts en 9 jours d'affrontement. Plus tôt dans la journée, l'ONU avait annoncé que son émissaire au Soudan, Volker Perthes, restait dans le pays malgré l'évacuation d'une centaine de ses employés à Port-Soudan, une côte épargnée par les conflits. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le lancement de la semaine africaine de vaccination a eu lieu ce lundi et va se tenir jusqu'au 30 avril prochain. La campagne concerne les 113 districts sanitaires du pays et permettra de protéger au moins 95% des enfants de 0 à 23 mois dans le cadre de la lutte contre la polio. Les explications de Didier Nguessan. Ces nourrices fréquentent régulièrement les centres de santé pour la vaccination de leurs enfants. Au lancement de la semaine africaine de vaccination, elles sont montrées en exemple pour encourager les autres femmes. La vaccination est très importante pour nous, pour nos enfants. Ça permet à l'enfant demain de ne pas tomber malade, l'enfant se porte bien si ces vaccins sont à jour. Pour éviter que l'enfant ait toutes ces maladies, éviter qu'il soit paralysé, il faut faire vacciner l'enfant de 0 à 5 ans. Cette campagne contre les maladies dites évitables par la vaccination concerne les enfants de 0 à 23 mois,
les filles de 9 ans et les femmes enceintes. Elle est couplée à la deuxième dose du vaccin anti-polio. Certains de ces enfants ont bénéficié de doses de rattrapage au cours de la période 2020-2022. Mais des millions d'entre eux ne sont toujours pas vaccinés ou sont sous-vaccinés. Afin d'accélérer ces efforts de rattrapage de la vaccination au niveau mondial, l'OMS, l'UNICEF, l'Alliance Gavi ainsi que l'ensemble du partenariat du programme pour la vaccination à l'horizon 2030 lance en 2023 l'initiative Le Grand Rattrapage. Le Grand Rattrapage, c'est maintenant pour tous. Conjuguons nos efforts pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Cette deuxième dose, elle est une étape cruciale dans la perspective d'obtenir dans les plus proches délais une Côte d'Ivoire exempte de polio pour les générations à venir. Avec l'introduction de la deuxième dose, le nouveau calendrier vaccinal inscrit l'administration de la première dose du vaccin polio inactivé des bébés à 6 semaines, soit 1 mois et demi, et la deuxième dose à 14 semaines, soit 3 mois et demi. Plusieurs associations de femmes légalement constituées du département de Gagnoa viennent de recevoir des chèques d'un montant global de 30 millions de francs CFA. La remise s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Mo Business initié par le ministère du Commerce. À terme, le projet devrait permettre à ces dernières de se prendre en charge. Le commentaire de Godefroy Kambawa. Mo Business est un projet d'appui aux femmes rurales mis en place en novembre 2021 par le ministère du Commerce. À ce jour, plus de 3000 femmes en ont bénéficié dans les régions de Lamé, du Tonkui, du Bafing et de San Pedro. Récemment, ce sont les femmes de la région du Go qui bénéficient de ce projet à hauteur de 30 millions de francs CFA. Ce fonds permettra à ces femmes de se prendre en charge et exercer une activité génératrice de revenus. Il y a 10 associations qui vont avec moi. Il y a des associations qui s'occupent de huile rouge. Il y a des associations qui vendent les friperies. Il y a des associations qui fabriquent uniquement la tchéké. Il y a des associations aussi qui vendent la banane, tout et tout. Donc je crois qu'avec ça, je vais donner à 10 associations les 2 millions et ensemble nous allons travailler puis rembourser ça rapidement. 15 associations féminines reçoivent le chèque des mains de Miss Belmont Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Elle invite les femmes à faire preuve de résilience pour leur autonomie financière. Vous devez vous parler entre vous femmes et créer votre propre réseau. Moi je peux vendre du manioc, toi tu vends de la banane, comme moi je vends du manioc. Il y a une autre qui fabrique le manioc, vous créez votre chaîne de valeur à vous. Selon le ministère du Commerce qui pilote le projet, 56 millions de francs CFA ont été mis à la disposition des associations féminines légalement constituées dans la région du Go, dont 30 millions pour le département de Gagnoa. Un échantillon représentatif des acteurs du foncier s'est retrouvé à Rambassam pour un atelier. Ensemble, ils ont travaillé sur la mise en application effective de l'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire. Une plateforme collaborative de contrôle de construction a également été mise en place à Boussanogo. Voici ce à quoi veulent aboutir les acteurs du secteur foncier en Côte d'Ivoire. Une nouvelle disposition qui vient pallier la multiplicité des mécanismes d'identification des parcelles foncières à travers l'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire. Dans la dynamique d'opérationnalisation de cet instrument, les acteurs impliqués dans la gestion foncière sont réunis à Grand-Bassam autour d'un atelier technique de validation des actions opérationnelles de mise en application. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes politiques et de renforcement institutionnel, la primature à travers le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique accompagne le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dans ce projet. Avec l'UDFC, nous avons la possibilité de bâtir un référentiel qui permet déjà aux acteurs qui travaillent sur la chaîne foncière de partager une information de manière automatique, mais aussi de permettre aux usagers de pouvoir interagir avec l'administration d'une manière simplifiée et sécurisée. L'accompagnement du PCC est très important parce que les banques, les notaires, les urbanistes, l'ensemble de ces acteurs vont travailler avec ce même identifiant et interagir avec les usagers. Cette innovation
vient faciliter la gestion des activités liées au domaine du foncier en Côte d'Ivoire. Et ça nous facilitera la tâche en tant qu'ingénieur topographe de pouvoir intervenir sur des chantiers, sur des travaux, surtout dans le domaine rural. L'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire définit une norme unique et partagée d'identification des parcelles en milieu rural et urbain. On parle maintenant de développement avec le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a achevé sa tournée de célébration de Pakino dans la région de Lifou. À Ouélé et Prikro, les populations ont commémoré l'instant sur fond d'hommage au président Alassane Ouattara. En gros, elles ont salué ces grandes actions de développement impulsées dans toute la région. La correspondance de Léon Brou. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier accueilli à Prikro avec les honneurs du Office prodige du terroir Andor. Ce peuple témoigne ici des actions d'Amédée Kouakou comme président de l'Association des cadres du Centre pour le développement et relais dans le grand centre, toujours selon lui, du développement impulsé à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Bien plus, le peuple Andor mandate son hôte pour traduire sa reconnaissance au chef de l'État. On a eu l'hôpital général, on a eu goudron dans la ville de Prikro. Aujourd'hui, on vient de voir le goudron Prikro-Olé. On a eu le pont de Sérebou. On a eu l'électricité dans les villages, l'eau courante dans les villages. Il y a eu vraiment beaucoup de changements. À 43 km de Prikro, Ouélé aussi reconnaissante au président Alassane Ouattara. Raison, érection de la localité en département, réhabilitation de son hôpital et de la route Ouélé-Daoukro. 3 grands projets en réponse aux 4 doléances soumises au chef de l'État par l'entremise du ministre Amédée Kouakou. Reste l'approvisionnement en eau de Ouélé à partir de la Comoé. Ici, le ministre de l'Équipement rassure en évitant au maintien de la paix. Nous sommes heureux parce que nous voyons que raisonnablement, la vision du président Alassane Ouattara d'apporter donc le bonheur aux populations est en train de s'accomplir. Et ce que nous leur avons demandé, c'est de suivre le président. Nous, de nous faire confiance, nous les cadres, de nous faire confiance parce que le président Alassane Ouattara est à l'écoute de ces populations. Il est au quotidien en train de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire national. Comme à Prikro, à Ouélé, la solidarité du président de l'Association des cadres du Centre pour le développement aux populations et en particulier aux religieux s'évalue à 10 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre. Cadre de la région de Gbeke, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a animé un forum d'échange avec des jeunes de la localité. Jacques Kona Assaouré a évoqué les voies du succès devant 600 jeunes réunis. Il les a surtout invités à la responsabilité et au civisme. Kader Sogodogo. Ils sont venus des départements de Sakassou, Péoumi, Botro et Boaké pour répondre à l'appel de Jacques Kona Assaouré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. En sa qualité d'élu et cadre de la région de Gbeke, il s'est fixé comme objectif d'engager les jeunes sur la voie de la réussite. L'année de la jeunesse. Quand on dit c'est votre année, quand on dit que l'avenir vous appartient, le pays repose sur vous, ça ne vous donne pas que des droits, mais je pense que ça vous donne plus d'obligations. L'obligation à la responsabilité, l'obligation à la réflexion sur votre avenir. 600 jeunes réunis ici à Boaké pour prendre part à ce forum d'échange. Ils avaient à leur côté de jeunes élus et cadres de leur région. Tous saluent la tenue de cette rencontre. Vous savez que le président, quand il dit le fait, il a décrété année de la jeunesse et nous pensons que les jeunes vont prendre toutes les places sous le leadership de Assaouré, notre aîné. Réunir les leaders pour échanger sur la politique d'insertion des jeunes, c'est ce que nous, les leaders de jeunesse de notre région, attendent. Nous sommes véritablement satisfaits de cette rencontre. Il a dit qu'il souhaiterait que nous puissions nous retrouver régulièrement afin de pouvoir toujours traiter les questions d'actualité des jeunes. Jacques Kona Assaouré a pris son bâton de pèlerin. Il est un modèle de réussite pour le Gbeke et il entend bien montrer la voie du succès à toute la jeunesse du centre du pays.
Nous sommes à Boaké et nous y restons avec cette fois-ci le ministre des Transports qui a communié avec les chefs de communauté du Denguélé résidant dans la localité. Amadou Koné a aussi rencontré les responsables des structures de jeunesse et de femmes. Une initiative du conseil technique du Premier ministre chargé de la jeunesse, Souleymane Touré, pour créer un cadre permanent de rencontres et d'échanges entre la population et les autorités. On en parle avec Soro Corona. Amadou Koné au domicile du conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse et du service civique, Souleymane Touré. Le ministre des Transports communue avec les 23 chefs de communauté du Denguélé vivant à Boaké, les responsables de certaines structures de jeunesse et de femmes. Une rencontre tenue au lendemain de la fête du Ramadan autour d'un déjeuner. Cette initiative de Souleymane Touré vise à créer un cadre permanent de rencontres et d'échanges entre les populations et les autorités. Réunir nos militants, nos sympathisants autour d'un repas convivial, fraternel, comme conseillé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui demande que nous soyons proches, que nous cultivions le vivre ensemble, que nous partagions du peu que nous avons avec les populations. Le ministre Amadou Koné met à profit cette rencontre pour mettre en mission les chefs traditionnels et les jeunes. Mission de promotion des valeurs de paix, de cohésion, d'union pour le développement harmonieux de Boaké. Il a parlé, n'est-ce pas, du bonheur des habitants de Boaké. Ça prouve, n'est-ce pas, qu'il pense, n'est-ce pas, à nous. C'est quelqu'un qui aime la cohésion, la sagesse, et puis aussi, n'est-ce pas, le vivre ensemble. C'est de dire merci à toutes ces autorités qui prennent la paix et le développement. Parce que le pays a traversé des moments difficiles et aujourd'hui, on pense que c'est le moment de promouvoir ces deux valeurs. Le ministre Amadou Koné appelle les cadres à être proches des parents. Si chacun essaie donc de travailler comme ça aussi, ça peut faciliter et ça va faciliter la tâche au président, qui lui-même ne peut pas être partout. Donc c'est notre travail de faire ça et avec nos autres frères, chacun dans sa communauté, donc de faire ce travail de proximité, de cohésion. Dans la mouvance de la fête du Ramadan, Souleymane Touré a offert des spectacles aux jeunes au quartier Maroc de Boaké et au centre culturel Jakaka. Et cette fête de la lumière à Akakro, samedi dernier, 3000 âmes ont célébré la joie du raccordement de leur village au réseau électrique national. Parrain de cette célébration, le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, Jean-Claude Kouassi, a appelé à soutenir le président Alassane Ouattara pour sa vision du développement inclusif. Le compte-rendu de Léon Brou. Quand le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics actionne le transformateur, la lumière jaillit et c'est l'effervescence à Akakro dans la sous-préfecture de Kondossou, département de Mbayakro. Les 3000 âmes expriment ainsi leur joie de voir leur village désormais éclairé au coucher du soleil à compter de cette mise sous tension officielle. Tout d'abord, la nuit est passée sans mon village. Même quand vous voyez les gens qui étaient à Abidjan, madame la sous-préfète, elle est quittée là-bas pour venir nous soulager. Et aujourd'hui, on a allumé. Je suis très content. La population est contente. Je remercie le président Alassane Ouattara parce que c'est lui qui nous a offert. Cette joie, le sous-préfet de Kondossou exhorte à la maintenir à Akakro par la création d'activités génératrices de revenus à partir de l'électricité. Un message perçu par cette famille déjà convertie dans le commerce d'eau et de jus. Au village, on ne gagne pas l'eau glacée. Donc, quand on a eu courant, je me suis dit, quand je vends l'eau glacée, ça va marcher. Par jour, je peux gagner 2500 ou bien 3000. L'électrification d'Akakro dans le cadre du programme Électricité pour tous, destiné aux localités de plus de 500 habitants. Elle met fin à 30 ans de démarches infructueuses et de sentiments d'humiliation ou d'abandon et donne une fois encore aux parrains de cette fête de la lumière la preuve du développement inclusif impulsé par le président Alassane Ouattara. Presque tous les villages sont électrifiés. Il n'y a que dans quelques rares pays, avec des zones d'exception, que cela se voit. Généralement, on est enclin à préserver notre propre bonheur. Mais le président de la République continue de faire des heureux. Et aujourd'hui, nous sommes là, témoins de ce bonheur. Les travaux d'Akakro ont duré moins d'un an, de 2021 à octobre 2022, et portent à 98% le taux d'électrification dans le département de Mbayakro.
On ouvre à présent une lucarne sur le mois de Ramadan qui vient de s'achever avec la coordination des cadres et élus du RHDP du handball qui a offert durant ce mois de jeûne 15 tonnes de vivres à la communauté musulmane de 3 localités d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Ce don composé essentiellement de vivres aura permis aux fidèles musulmans de terminer le mois de Ramadan avec beaucoup de sérénité. Le reportage de Kader Sogodogo. 15 tonnes de vivres à la communauté musulmane de Tafiré, Niedieka et Badika. Ces vivres d'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA sont essentiellement composés de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et de lait. Un don offert par la coordination des cadres et élus du rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, des 3 circonscriptions de la région du Hambol. Par cette action, les donateurs entendent promouvoir les valeurs fondées sur l'unité, le partage, la solidarité et la fraternité. Ces dons-là symbolisent l'esprit de partage dans la cohésion, dans l'union. C'est ce message-là que notre aîné, son Excellence le vice-président, a souhaité que nous puissions relayer auprès de nos parents. Les autorités administratives locales et les porte-parole des bénéficiaires expriment leur reconnaissance aux donateurs pour leur générosité et leur solidarité agissante. Depuis sa création en 2013, la coordination des cadres et élus du RHDP de Tafiré, Niedieka et Badika, dirigée par Ouattara Abou, œuvre pour la paix, la cohésion sociale, le développement et le bien-être des populations des 3 sous-préfectures. Les fidèles musulmans de la ville de Yamoussoukro ont célébré le Ramadan dans une ambiance de partage et de solidarité. La grande prière qui a marqué la célébration a été officiée par l'imam central de la ville. Le cheikh Seydou Silla a exhorté les familles et parents d'enfants à aider le gouvernement dans l'éducation des enfants. Charles Tato. L'Aïd el-Fitr, prière marquant la fin du Ramadan, moment de jeûne, de piété, de pénitence et de prière pour les communautés musulmanes. Nous sommes à la grande mosquée, dite de la paix, de Yamoussoukro pour l'accomplissement de ce devoir de l'islam par les fidèles musulmans de la localité. 8h30, c'est l'arrivée de l'imam central de Yamoussoukro, Cheikh Seydou Silla. La prière peut commencer. Dans son sermon, après les 2 rakats, soutenant la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse, Cheikh Seydou Silla exhorte chaque famille et chaque parent d'enfant à aider le gouvernement dans l'éducation des enfants. Donner une saine éducation à nos enfants, une éducation qui doit raffermer leur foi en islam, une éducation qui fasse d'eux des citoyens honnêtes, ayant un sens élevé de la famille et de la nation. L'Aïd el-Fitr est aussi un moment de partage, appelé Zalkat. Avant donc la grande prière à la mosquée, les nantis font des dons aux démunis afin de leur permettre de passer une bonne fête. Hors de la Côte d'Ivoire, à Paris, la communauté musulmane de France a célébré l'Aïd el-Fitr à Saint-Denis, une prière marquée par la présence de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Des vœux de paix et de stabilité ont été formulés pour la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Demadongui, Koneba Gassogo. Après 29 jours de jeûne, la communauté musulmane de Paris a pris part à la prière de l'Aïd el-Fitr, ou la prière de la fête de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Elle avait à ses côtés la grande communauté islamique maghrébine. C'était au 17 boulevard de la Libération, 93 220 Saint-Denis. Occasion pour l'imam Issa Kambalo, imam principal de cette communauté, d'inviter les fidèles à promouvoir les valeurs de tolérance, de solidarité, de fraternité et d'amour, mais surtout à être des modèles dans la société. Le message de l'homme de Dieu, bien accueilli par les fidèles et par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba.
Elle n'a pas manqué d'inviter guides religieux et fidèles à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour la paix en Côte d'Ivoire. Louanges, invocations, prières et bénédictions pour la stabilité et la cohésion entre les filles et les fils ressortissants de la Côte d'Ivoire en France. Des temps forts qui ont également meublé cette prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, mois de piété, de miséricorde et d'affranchissement. Et pour terminer le mois de Ramadan avec Fast, un concert de musique mandingue s'est tenu au Palais de la Culture de Treichville. L'artiste Aïcha Traoré en a profité pour rendre un hommage à la femme musulmane. Un spectacle rehaussé par la présence du directeur général de la RTI et de l'honorable Mariam Traoré. Serge Pacom Didier Nguesson. Un concert pour célébrer la femme musulmane. Ces femmes, mères de famille, femmes au foyer qui ont été très actives pendant le mois de Ramadan. Jeunes de l'aube au crépuscule, elles sont aux petits soins de leur famille. Avec des cantiques religieux, l'artiste vedette Aïcha Traoré, chante musulmane, loue Allah, lui adresse des remerciements. L'artiste enrange la foule, ces femmes ne boudent pas leur joie. Moment de réjouissance après un mois de privation. Je suis très heureux que les femmes soient venues très nombreuses à l'invitation de Aïcha Traoré. Nous avons souhaité qu'elle invite les femmes d'Abidjan, de Yopougon, de Cordoue et un peu partout, de Benjaville, pour venir communier avec elle, n'est-ce pas, après ce mois béni. Belle solidarité artistique avec les prestations très enlevées d'autres artistes, dont Fati du Bénin et Doussou Bagayoko, qui ont fait danser et chanter le public. C'est un plaisir pour toutes les femmes des différentes communes d'Abidjan. Nous sommes très émus. Ça nous va droit au cœur. Nous félicitons Aïcha pour ce qu'elle fait. C'est une manière de nous réjouir. Et vraiment, je pense que c'est bienvenu. C'est une joie pour nous de participer à ce concert-là. Un concert rehaussé par la présence du directeur général de la radio-télévision ivoirienne et l'honorable Traoré Mariam. Un spectacle haut en couleur qui a permis à ces femmes de passer de grands moments de convivialité dans une ambiance bon enfant. Ce journal est terminé. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonsoir.